Bonsoir. L'année 90 avait commencé avec un immense espoir de paix grâce à la fin de la guerre froide entre les deux blocs et à la libération des peuples de l'Europe de l'Est. Elle risque de se terminer par un conflit meurtrier à cause de la folie d'un homme qui rêve de dominer le Proche et le Moyen-Orient et qui lance un défi au monde entier, l'Irakien Saddam Hussein. Un défi relevé par George Bush, qui a envoyé ses troupes d'élite en Arabie Saoudite et du coup, tous les pays assistent inquiets et sonnés à la fois à ce bras de fer qui pourrait déboucher sur un affrontement direct que le président irakien ne semble même pas redouter. Cet affrontement risque-t-il de se produire? C'est la question à laquelle la rédaction de la 3 tentera de répondre dans cette édition spéciale à laquelle participeront Roland Dumas, le ministre français des Affaires étrangères, et Ovadia Sofer, l'ambassadeur d'Israël en France. Mais auparavant, pour bien comprendre la situation et mesurer sa gravité, revenons avec Morad Aitabouche et Nathalie Ether sur les derniers événements de la journée. Ils illustrent bien l'inquiétude et la nervosité perceptibles dans toutes les capitales. Les États-Unis ont franchi le pas. La 82e division aéroportée de l'US Army est sur le pied de guerre en Arabie Saoudite. Londres est pour le moment la seule capitale à épauler militairement Washington. En face, Saddam Hussein continue de déployer ses forces, omniprésentes désormais sur les frontières saoudiennes et turques. Pour éviter une guerre que tout le monde redoute, les pays arabes se sont retrouvés au Caire, mais la réunion de la dernière chance est repoussée de 48 heures, 2 jours consacrés à des consultations préliminaires, en vue bien sûr de trouver une solution pacifique à la crise. L'ONU se mobilise aussi. Le Conseil de sécurité déclare nulle et non avenue l'annexion du Koweït par l'Irak. Il demande le retrait immédiat des troupes irakiennes au Koweït. Conseil des ministres restreint à l'Elysée cet après-midi autour de François Mitterrand. La position de la France sur un blocus économique de l'Irak et la participation de notre armée à une force internationale. Le président de la République donnera lui-même les décisions qui ont été prises. Enfin, les marchés financiers retiennent leur souffle. Retour au calme aujourd'hui avec une légère reprise sur toutes les places internationales. Mais vigilance et prudence sont de rigueur. Quant au prix de l'essence à la pompe en France, il est plafonné autour de 5,54 €. Nous devrions entendre au cours de ce journal la déclaration du chef de l'État qui a présidé, nous venons de vous le dire, un conseil restreint à l'Élysée et qui se pose la question, comme tous les autres chefs d'État, comme tous les diplomates, l'affrontement entre l'Irak et les États-Unis est-il inéluctable? Il est évidemment trop tôt pour répondre à cette question, mais les deux pays semblent s'y préparer, Élise. D'un côté, la force multinationale, composée uniquement ce soir d'Américains. Les soldats britanniques les rejoindront à partir de samedi. Le dispositif est en train de se mettre en place en Arabie Saoudite. Des milliers d'hommes, des unités d'élite, des avions et des navires de guerre sont déjà positionnés. De l'autre, les Irakiens, avec un matériel sophistiqué et surtout des centaines de milliers d'hommes. Le point sur les forces en présence, Alain Chabot. C'est la plus formidable armada américaine jamais déployée depuis la guerre du Vietnam. 4000 Marines de la 82e division achèvent en ce moment même leur mise en place en Arabie Saoudite. Ils viennent s'ajouter aux 65 000 hommes des forces armées saoudiennes. L'US Air Force, pour sa part, alignerait au moins 150 appareils. Et la Navy dispose dans la zone de 3 groupes de combat avec porte-avions, sans compter les 7 bâtiments qui croisent déjà dans le golfe Persique. De l'autre côté de la frontière saoudienne, l'Irak n'a concentré jusqu'ici qu'une partie de son armée, forte d'1 million d'hommes et de plus de 5000 chars. Mais Bagdad maintient des troupes en réserve au nord de l'Irak. Ce soir, on parlait ainsi de concentration de troupes irakiennes à la frontière turque, des informations non confirmées. Enfin, il y a l'ancien ennemi iranien dont la position indécise dans la crise actuelle oblige Saddam Hussein à immobiliser là encore une partie de ses effectifs. L'armée américaine, même si elle dispose de troupes d'élite, souffrirait dans une éventuelle bataille du désert, mais elle dispose tout de même d'un atout. Il faudra plusieurs jours aux forces terrestres pour arriver en Arabie Saoudite. Le véritable atout de l'armée américaine ce soir, c'est donc son aviation. Le dispositif aérien serait opérationnel dans la nuit. C'est la seule solution pour intercepter et bloquer une attaque irakienne à l'arme chimique. Une tactique militaire en 2 volets. Explication, Jean-François Gringoire.
Au cœur du dispositif de l'US Air Force, les avions radars AWACS. La moindre incursion d'un appareil irakien dans l'espace aérien saoudien et c'est l'alerte immédiate. Aussitôt interviendront les F-15, monstres de technologie et de modernité. Grâce à leurs missiles Sparrow, ces chasseurs bombardiers peuvent alors détruire n'importe quel appareil à des dizaines de kilomètres de distance. Si Hussein décide de lancer ses colonnes blindées sur le territoire saoudien, ce sont les F-16 équipés de missiles Sidewinder qui pourront infliger de lourdes pertes aux chars irakiens. Autre option pour protéger l'Arabie Saoudite, les appareils embarqués sur les 3 porte-avions de l'US Navy. À leur bord, d'autres bombardiers, mais surtout les F-14 Tomcat et les F-18 Hornet, redoutables intercepteurs. Deuxième volet de la riposte américaine, l'intervention en Irak pour atteindre une usine, une installation pétrolière ou même Bagdad. Quelques heures après l'invasion du Koweït, 26 bombardiers F-111 sont arrivés en Turquie. Ce sont eux qui ont effectué le raid sur Tripoli en 1985. Hier, des B-52 sont arrivés en Arabie Saoudite. Ils sont équipés de missiles de croisière qui peuvent atteindre un objectif situé à plusieurs centaines de kilomètres en Irak. Enfin, le Pentagone a aussi envoyé des F-117, l'avion invisible déjà utilisé au Panama, indétectable par les radars. Face à ces quelques 150 avions américains, auxquels s'ajoutent les 180 appareils saoudiens, l'Irak oppose 513 avions, parmi eux les 64 Mirage F1 vendus à Hussein par la France. Et l'Irak dispose d'un autre atout, si j'ose dire, d'un atout qui réside dans une terrible menace. Elle s'appelle l'arme chimique. Une menace très sérieuse. Saddam Hussein n'a pas hésité à utiliser l'arme chimique par 2 fois. Et les services secrets américains affirment que des avions et des blindés ont été chargés de bombes chimiques les jours derniers. George Bush a très clairement mis en garde le président irakien. Et l'armée américaine, vous allez le voir, s'est préparée à une attaque chimique. Mathilde Pradier. Préparée à l'horreur. La 82e division aéroportée, déjà en Arabie Saoudite, a été spécialement entraînée pour résister à toute attaque à l'arme chimique. Un équipement spécial de bottes, de gants et de masques adaptés à chaque soldat, épousant intégralement le crâne, et dans le pactage, un antidote injectable, l'atropine, protégeant le système nerveux. La menace irakienne est prise très au sérieux. C'était à Halabja, ville kurde pendant la guerre Iran-Irak, 5000 morts en quelques secondes. Saddam Hussein n'a pas hésité à gazer, un acte que toute la communauté internationale prohibe absolument. Il possède de plus, selon les experts américains, l'arsenal de toutes les armes chimiques. En avril dernier, il annonçait qu'il pouvait aisément les stocker. Et au Koweït, l'armée irakienne dispose d'une très grande variété de lanceurs pour les armes chimiques. Avec la mise au point du missile Condor 2 d'une portée de 1600 km, elle pourrait aisément atteindre des villes comme Le Caire ou Jérusalem. Les États-Unis se tiennent prêts à riposter avec un obstacle de taille. Dans le désert, en Arabie, à 45 degrés à l'ombre, les équipements hermétiques risquent de poser des problèmes insurmontables. Ce scénario catastrophe aura-t-il lieu? Tout dépend bien sûr de l'attitude de 2 hommes et plus particulièrement de Saddam Hussein qui se dit prêt à la confrontation. Saddam Hussein, le président irakien qui est le maître incontesté absolu de son pays depuis 1979. Auparavant, il travaillait dans l'ombre, mais déjà à un très haut niveau. Il était considéré comme le numéro 2 du pays. Celui qu'on appelle le boucher ou le bourreau de Bagdad s'est toujours comporté comme un dictateur à l'intelligence très menaçante. Portrait, Albert Ripamonti. Cet homme est violent et dangereux. Verdict sans appel d'un graphologue israélien. Rusé, sans scrupules, mégalomane, insatiable, décidé. La presse anglo-saxonne n'hésite plus à comparer Saddam Hussein à Adolf Hitler. Rusé et cynique, n'a-t-il pas, quelques jours avant d'envahir le Koweït, assuré Hosni Moubarak, le président égyptien, qu'il n'en ferait rien? Sans scrupules, il annexe son voisin au nom du panarabisme. Brutal, la terreur règne à Bagdad. Mégalomane, il instaure un culte de la personnalité sans faille. Décidé, il défie ouvertement les puissances occidentales. Insatiable, jusqu'où ira-t-il? C'est un homme qui est dur, qui est obstiné en affaires, dur jusqu'à la violence pour ses proches, même les plus immédiats, et qui, lorsqu'il a un projet en tête pour son propre pouvoir, pour son propre pays, l'Irak, ne lâche pas facilement prise. En arabe, Saddam veut dire celui qui résiste. Selon cet homme d'affaires d'origine syrienne, qui le connaît bien, son prénom résume bien sa personnalité. Ses idées, c'était d'instaurer un régime puissant qui pourra faire face à 2 agresseurs, c'est les Perses et l'Israël. Nous sommes avec toi, jusqu'à la dernière goutte de notre sang, Saddam. Ainsi est Saddam, craint mais aussi populaire dans le monde arabe,
Il le sait, les Américains aussi. Et en face de lui, George Bush, qui se dit déterminé. L'est-il autant qu'il le dit? Pour en parler, notre confrère de RTL, Mark Ullman, vous l'avez rencontré, vous le connaissez. À votre avis, comment peut-on mesurer sa détermination? J'ai le sentiment que Bush, c'est pas Carter. C'est pas Carter, en effet, mais c'est pas seulement une question de caractère, c'est plutôt une question d'expérience. Je veux dire, Carter, à la fin de son mandat, il l'a montré pour l'Afghanistan, était à la hauteur. Simplement, il n'avait aucune expérience quand il est arrivé. Et le peu d'expérience qu'il avait, c'était par Brzezinski, des gens qu'il avait rencontrés. En fait, il n'était jamais sorti de sa Géorgie. Bush, c'est exactement l'inverse. Il a occupé à peu près tous les postes imaginables au gouvernement américain. Y compris ancien patron de la CIA. Y compris ancien patron de la CIA, et ambassadeur à l'ONU, ambassadeur à Pékin, et le pétrole, etc. Bon. Donc il connaît tout ça par cœur. Et en plus de ça, il fait partie d'un milieu familial qui avait beaucoup de liens sur l'Europe. Et une génération, il a 65 ans, donc il était né avant la guerre. Une génération qui a été très très marquée par les événements de 1930, dont il a d'ailleurs parlé dans son discours d'hier. Et il y a une obsession dans cette génération de ce type d'Américain de Munich, qui est à la fois une lâcheté, donc mal moralement, et inefficace, puisqu'on recule pour mieux sauter. Alors, que peut-il faire et que fera-t-il? Attendez, d'abord, je crois que ce complexe de Munich, qui a pu être mal employé. Moi, je me souviens de Dean Rusk, par exemple, au moment de Johnson, qui était le secrétaire d'État. Eh bien, Dean Rusk, il a utilisé ce complexe de Munich, si vous voulez, à mauvais escient pour le Vietnam. Mais là, si vous voulez, il y a une appréciation du risque. Et je crois que l'expérience de Bush, c'est précisément cette appréciation du risque. Et il se dit, et il est convaincu, et l'expérience montre, les sondages le montrent là ces jours-ci, que l'opinion américaine le suit, parce qu'au début, elle ne pensait qu'au prix de l'essence. Maintenant, elle pense qu'il faut arrêter les frais avec Saddam Hussein. Et il pense qu'il y a deux risques, que s'il est maître incontesté du Moyen-Orient, il tient la clé du robinet du pétrole. Et deuxièmement, il peut faire un front arabe contre Israël, ce qui déclencherait une guerre peut-être atomique. Alors, ça veut dire qu'à votre avis, George Bush ira jusqu'au bout? Je crois qu'il ira jusqu'au bout. Merci Mark Ullman. Nous allons rejoindre maintenant en direct par téléphone l'envoyé spécial de France Info et de la 3 dans le Golfe, Alain Ménard, que vous nous entendez? Très bien, Vol. Bien. Alain, quel est le climat dans le Golfe? Est-ce que cette nervosité est poussée à son paroxysme? À son paroxysme, non, mais c'est l'attente très inquiète, parce qu'en fait, on s'aperçoit ici qu'au-dessus de nos têtes, il y a deux volontés, deux déterminations qui s'affrontent, et que les gens qui habitent ici, aussi bien les locaux des Émirats que les expatriés, risquent de voir l'apocalypse se déchaîner sur leur tête. En fait, si vous voulez, il y a deux scénarios possibles et envisageables immédiatement. D'abord, et c'est ce que, en fin de compte, presque tout le monde souhaiterait, le blocus qui pourrait durer, d'après les experts, 6 mois, si on en croit les réserves irakiennes. Et pendant ces 6 mois, tout peut se passer, y compris la déstabilisation du monde arabe, parce que on oublie trop facilement que dans tous les pays arabes, il y a des comités de soutien qui se font à l'Irak. Des jeunes vont auprès des ambassades irakiennes s'inscrire pour aller combattre en Irak. Ça s'est passé en Libye, ça s'est passé en Jordanie, ça s'est passé en Tunisie. Et puis, il y a aussi cette volonté de Saddam Hussein. Le dernier exemple en date, qui date de quelques heures, Saddam Hussein a décidé de faire déménager toutes les ambassades étrangères qui étaient installées au Koweït et de les faire installer à Bagdad. Et c'est sa réponse à la décision du Conseil de sécurité des États-Unis, oui, des Nations Unies, qui a condamné et unanimement l'annexion du Koweït par l'Irak. Alain, quelle est votre analyse et votre intuition? À votre avis, le président irakien pourrait-il, lui, de son côté, aller jusqu'au bout de l'inéluctable? Je crois que le président irakien, tel qu'il est perçu dans le monde arabe, ira jusqu'au bout. Il ne peut pas reculer. Vous savez, dans le monde arabe, on ne perd pas la face. Et Saddam Hussein a tout fait depuis l'âge de 19 ans, lors de son premier attentat contre le Premier ministre de l'époque. Il a tout fait pour aller jusqu'au bout. Et ici, tous les Arabes sont persuadés qu'il ira. Merci Alain, on vous retrouvera évidemment dans nos autres éditions. Vous avez aperçu tout à l'heure sur la carte du Proche et du Moyen-Orient, tout en écoutant Alain Ménard qui se trouve dans le Golfe, je vous le rappelle. Vous avez aperçu tous les pays qui composent cette carte, et il y a un pays, l'un d'entre eux, qui se prépare à une éventuelle extension du conflit, c'est Israël. Israël n'a pas l'intention d'attaquer ses voisins, mais saura se défendre avec la plus grande énergie, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Yitzhak Shamir. Pas d'intention militaire donc, sauf si l'Irak dépasse des lignes rouges tracées sur le front jordanien. Dans ce cas, Israël l'affirme, c'est la guerre, et les populations civiles se préparent à une éventuelle attaque, notamment une attaque chimique. Correspondance de l'AFP à Jérusalem, Joseph Trich.
Les menaces irakiennes de guerre chimique et bactériologique ont relancé la polémique sur la nécessité d'organiser au plus vite la défense passive du pays. On a d'ores et déjà annoncé la distribution de masques à gaz à l'ensemble de la population. Alarmistes, les journaux pressent les cadres dirigeants de l'armée de ne pas perdre un instant. Mais les chefs militaires veulent éviter la panique. Pour eux, l'armée israélienne est prête. Elle distribuera en temps utile le matériel adéquat entreposé dans des centaines d'arsenaux. Mais les Israéliens ne veulent pas attendre calmement. Certains se sont déjà équipés en masques à gaz ces derniers jours, chez les armuriers du secteur privé. D'autres ont commencé à donner un sérieux coup de balai à leurs abris. Quant aux autorités, elles ont pris des mesures dont la nature n'a pas été fournie afin d'éviter d'être surprises par une attaque irakienne. C'est dans ce climat tendu qu'Israël a procédé avec succès aujourd'hui au lancement expérimental du missile antimissile Flèche. Un lancement qui devrait donner à la population confiance en la force de dissuasion de l'État hébreu. Jérusalem, Joseph Strich, AFP Audio. Nous allons rejoindre en direct l'ambassadeur d'Israël en France, Ovadia Sofer. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de voir, comme nous, ce reportage fait par notre confrère en Israël. Est-ce que l'attitude des Israéliens relève davantage de la psychose ou est-ce que le risque est réel? Le risque est réel, mais nous sommes sobres, nous sommes préparés à toute éventualité, mais je dois souligner que nous n'avons aucune intention d'être impliqués dans ce conflit, ni de loin ni de près. Nous ne sommes pas impliqués ni directement ni indirectement. Nous avons des intentions pacifiques envers nos voisins. J'espère que M. Saddam Hussein, qu'on ne peut pas prendre à la légère, ni ses menaces, ni ses actions, ne va pas tenter sa chance. Nous sommes prêts à toute éventualité. Alors vous dites le risque est réel, M. Sofer. Sur quels indices vous fondez-vous? C'est que Saddam Hussein, et vous venez de voir l'image qu'il a de son portrait qui a été tracé ici, il n'a pas hésité dans le passé d'employer l'arme chimique qui était interdite selon toutes les conventions internationales contre l'Iran, contre ses propres citoyens. Il est déterminé. J'espère que notre force de dissuasion va le dissuader de ne pas tenter ses chances contre nous. Avez-vous proposé une aide aux Américains? J'ai dit qu'Israël n'est pas impliqué dans ce conflit parce que c'est un conflit interarabe. Saddam Hussein voudrait régler le problème de ses dettes, il voudrait s'emparer de la richesse de Koweït, il voudrait s'emparer d'un pays et d'un point stratégique où il peut contrôler la voie de pétrole, donc suffoquer l'Occident. L'Occident a été trop complaisant envers Saddam Hussein. Nous avons averti le monde depuis quelques années, depuis quelques mois, depuis qu'il nous a menacés par l'arme chimique, que Saddam Hussein est déterminé et il faut absolument qu'on fasse face avec beaucoup de fermeté, car seule la fermeté et la solidarité entre Occident peuvent dissuader ce dictateur qui est trop dangereux pour le monde. Monsieur Sofer, si les États-Unis vous demandent votre aide logistique, lui accorderiez-vous? Pour le moment, il n'a pas demandé et je ne pense pas que les États-Unis sont sur le point de nous demander quoi que ce soit dans ce conflit. Nous ne voulons pas être impliqués dans ce conflit. Merci, Monsieur Ovadia Sofer. L'Iran s'est exprimé à son tour et l'Iran a manifesté son soutien, c'est une nouveauté, au grand Satan américain. L'Iran demande à l'Irak de se retirer immédiatement du Koweït et cette prise de position va embarrasser davantage le monde arabe. En Arabie Saoudite, autre déclaration importante. Cet après-midi, le roi Fahd a exigé le rétablissement du régime princier au Koweït. Les pays arabes, justement, devaient se réunir ce soir au Caire, mais la réunion a été reportée à demain. Un sommet extraordinaire, le sommet de la dernière chance. Tous ou presque ont répondu présents. L'émir du Koweït en personne et une délégation irakienne sont au Caire ce soir. Les enjeux de ce sommet, Philippe Pister. L'arrivée au Caire de délégations pour un sommet arabe extraordinaire qui devait commencer cet après-midi, mais qui vient d'être reporté à demain, le temps, selon les Égyptiens, de laisser les différents chefs d'État se consulter en rencontre bilatérale. Un sommet convoqué d'urgence hier par l'Égypte, l'Algérie et la Syrie. Le sommet de la dernière chance. Objectif, éviter le pire, l'intervention américaine ou celle d'une éventuelle force multinationale onusienne, trouver une solution arabe dans un conflit interarabe. La plupart des chefs d'État des pays membres de la Ligue sont arrivés, l'Irak étant représenté par le chef de sa diplomatie. Le sommet de tous les dangers également.
Quelle solution les Arabes peuvent-ils en effet trouver, coincés entre un Saddam Hussein qui a présenté la fusion irako-koweïtienne comme irréversible et le roi Fahd qui lance un appel à l'union contre le diktat irakien au Koweït. De plus, un monde arabe profondément divisé quant à l'attitude à adopter. D'un côté, essentiellement les pays du Golfe, les riches, pro-américains, de l'autre les pauvres, pro-Saddam Hussein, et entre les deux, ceux qui hésitent. Et qui hésitent d'autant plus que leurs populations, elles, ont choisi. Pour le Saladin de Bagdad, contre les Américains. Comme le prouvent d'ailleurs ces manifestations en Libye, ou la décision du Parlement jordanien aujourd'hui d'appeler le Syrien Assad à soutenir l'Irak. La réaction de l'URSS, maintenant, Moscou a fait connaître aujourd'hui sa nouvelle position. Nouvelle est un bien grand mot. L'Union soviétique est toujours opposée à toute initiative militaire individuelle. Seule évolution, l'URSS réévaluerait sa position si l'ONU décidait de créer une force multinationale. L'ONU et pas les États-Unis. Jérôme Catala. La ligne de conduite soviétique tient en 2 points. D'abord, espérer que les pays arabes régleront entre le conflit. Ensuite, s'opposer à toute initiative militaire individuelle, c'est-à-dire à l'aventure américaine que Moscou juge dangereuse et peu habile. Mais cet après-midi, comme depuis le début de la crise irakienne, l'Union soviétique a décidé de se ranger sagement aux décisions du Conseil de sécurité de l'ONU et plus précisément au comité militaire de ce Conseil. Traduction, si l'ONU décide l'envoi d'une force d'intervention dans la région du Golfe, l'URSS pourrait en faire partie. Ce serait alors la première fois que des soviétiques coifferaient le casque bleu. Ainsi, après avoir solennellement condamné l'invasion irakienne, puis s'être maintenu en retrait par rapport à Washington, Moscou avance discrètement un pion, une façon de reprendre l'initiative au sein de la communauté internationale. Je vous le disais, un conseil restreint s'est réuni en fin d'après-midi à l'Elysée sous la présidence de François Mitterrand. À l'issue de ce conseil, le président de la République a fait une déclaration. Il vient de terminer cette déclaration. Je vous propose d'en écouter un extrait. La France a souhaité et continue de souhaiter que le problème ainsi posé soit réglé au sein de la communauté arabe. Si cela se révèle impossible, la France assumera ses propres responsabilités. Premièrement, en répondant positivement aux demandes qui lui ont été adressées par l'Arabie saoudite et d'autres États de la péninsule, concernant par exemple la livraison de matériel et l'envoi de techniciens sur place. Deuxièmement, en renforçant dès maintenant ses moyens navals et aériens dans la même zone, de telle sorte qu'il soit en mesure d'intervenir à tout moment là où cela serait jugé nécessaire sur décision du président de la République. Marc Ullmann, vous écoutez attentivement, on le découvre en même temps. Comment interprétez-vous cette déclaration? De la même façon que tout à l'heure pour Bush, Mitterrand est aussi d'une génération qui a connu Munich. Et les démocraties, c'est comme ça, je veux dire, on les chatouille un peu, et puis à la fin, assez est assez. Mais il ne dit pas explicitement qu'il s'associe à l'initiative de George Bush. Non, non, pas du tout. Mais il a dit que l'Arabie saoudite avait demandé l'envoi d'armes et de techniciens, ce qui est une façon de s'associer à une force multilatérale, puisque c'est à la demande de l'Arabie saoudite, et aussi le renforcement du dispositif aéronaval. Cela dit, il a dit aussi qu'il souhaitait que les Arabes s'entendent entre eux, on le souhaite tous. Merci Marc Ullmann. Nous devrions évidemment avoir des précisions sur le contenu et la nature de la déclaration que François Mitterrand vient de faire et qui a été beaucoup plus longue, vous l'imaginez, que cet extrait que nous venons de vous faire entendre. Cette situation a évidemment des conséquences sur les marchés financiers. La crise irakienne a en effet aussi sa cohorte de conséquences économiques. Outre l'approvisionnement et le prix du pétrole, les places financières ont été rudement éprouvées. En dépit d'une reprise technique aujourd'hui, la bourse de Paris a perdu 12% en une semaine. La plupart des autres places sont également touchées par la baisse. Claude Guénaud. Hormis Tokyo qui a enregistré une nouvelle baisse de plus de 3% la nuit dernière, une certaine accalmie est revenue sur la plupart des marchés financiers. Londres, Zurich, Francfort sont en légère hausse. À New York, le Dow Jones progressait à la mi-journée de 2,5%, tandis que la bourse de Paris reprenait 1,30%. On ne peut cependant tirer aucune conclusion de ce retour au calme. Depuis le déclenchement de la crise irakienne, l'incertitude et la confusion dominent quand ce n'est pas le pessimisme.
Mais si la crise du Moyen-Orient a fortement ébranlé les marchés financiers, la perte de confiance est bien antérieure. Depuis le début de l'année, les différentes bourses régressent ou stagnent. Les valeurs françaises ont ainsi perdu 12% depuis janvier, les japonaises 26%. Pour certains analystes, les risques de hausse du pétrole sont en réalité l'arbre qui cache la forêt. Ce qui inquiète les investisseurs avant tout, c'est la menace d'une récession aux États-Unis, confirmée aujourd'hui par un rapport des chambres de commerce américaines. Et le ralentissement de l'économie américaine ne sera pas sans effet sur la croissance en Europe, d'où la perte de confiance des détenteurs de capitaux, et pas seulement à cause de la crise irakienne. Voilà, nous avons tenté d'être complets sur l'annexion d'un pays par un autre pays, du Koweït par l'Irak, annexion que le Conseil de sécurité de l'ONU vient de condamner à l'unanimité. Je vous propose maintenant, avec Élise Lucet, d'écouter les autres événements du jour. Avec une première médicale française, l'équipe de l'hôpital Broussais à Paris a réalisé une triple transplantation cœur, poumon, foie. C'était il y a plus d'un mois et la patiente, une jeune fille de 16 ans atteinte de mucoviscidose, se porte maintenant à merveille. Gérard Pinson. Sortie hier en excellente santé selon le communiqué, la jeune fille a reçu le 22 juin d'abord le bloc cœur-poumon, ensuite le foie d'une accidentée de la route. Cette jeune fille était condamnée. À 16 ans, sa mucoviscidose atteignait trop gravement non seulement ses poumons mais aussi son foie. Cet après-midi à Broussais, toute l'équipe était réunie autour du professeur Carpentier. On peut espérer qu'elle mène une vie parfaitement normale et espérer surtout, et c'est très probable, que la maladie pour laquelle elle a été opérée ne se manifeste pas au niveau des organes qui ont été greffés. Voici un mois et demi, cette triple transplantation a mobilisé 19 médecins et infirmières durant une douzaine d'heures en salle d'opération. Aujourd'hui, toute l'équipe chirurgicale croit aux chances de sa jeune opérée, mais par-dessus tout une consigne, préserver son anonymat. On peut avoir son prénom, simplement son prénom? Non, elle s'appelle Catherine. Mais ça dépend des jours. Le tracé TGV Méditerranée maintenant, le conflit s'enlise. Aujourd'hui, tous les élus et les associations avaient rendez-vous à Marseille. Une réunion qui n'a pas porté ses fruits. La colère s'amplifie dans le sud-est. Reportage Béatrice Nivois et de mes Poupard. L'ambiance feutrée et ensoleillée de la préfecture de Marseille aurait pu apaiser les 20 représentants, élus et associations confondus, qui désapprouvent toujours le projet du TGV Méditerranée. Ils demandent donc au gouvernement de reprendre tout à zéro, soit le retrait de tous les tracés proposés, et surtout se veulent les garants du bien-être des Provençaux. C'est aux élus du peuple que nous sommes de défendre les intérêts. Et nous défendons les intérêts économiques de nos populations, nous défendons aussi l'environnement, oui au TGV, mais pas n'importe comment. Et ça, il faudra bien que la SNCF s'y fasse. Ici dans les Bouches-du-Rhône, la situation est explosive. On n'exclut aucune action, occupation des voies, grèves administratives, démission des élus, mais surtout, on a l'impression d'être méprisé. Quand on méprise les gens, ils n'admettent pas ça. C'est leur honneur qui est en jeu, vous comprenez. C'est beaucoup plus que l'environnement, l'agriculture et le TGV. Quand on a l'impression d'être méprisé, ça, personne ne l'accepte. Dès ce soir en Provence, on se réunit comme à Nove dans le Vaucluse, où les agriculteurs se sentent les plus concernés. Fin de cette édition spéciale consacrée à la situation dans le Golfe. Je vous rappelle la déclaration du président de la République. François Mitterrand vient de dire que la France assumera ses propres responsabilités. Nous aurons bien sûr d'autres précisions dans nos éditions prochaines. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est justement Soir 3 à 22 h, présenté par Memola Interman. Bonsoir, à demain 19 h. Bonsoir.